Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, comme vous le voyez, Bitcoin est en train de remonter un petit peu. La dernière semaine a été très mouvementée avec un Bitcoin qui se promenait aux alentours de 65 000 dollars et tout le marché qui était vraiment bas, bas, bas. Mais malgré tout, ce que vous devez savoir, c'est que comme je vous le disais depuis pas mal un bon bout de temps là maintenant, ce bull run, eh bien, c'est comme une recette. Il y a plusieurs ingrédients qui vont arriver et puis il faut se laisser le temps entre les ingrédients pour que justement Bitcoin continue de faire ce que Bitcoin doit faire. Donc là, on sait qu'il va y avoir le halvening dans 2 semaines, il va y avoir la baisse des taux d'intérêt, il va y avoir plusieurs événements qui vont arriver encore une fois cette année qui vont faire en sorte que le prix de Bitcoin va continuer d'augmenter et atteindre de nouveaux sommets. On n'aura pas de sommet nécessairement de pic cette année, probablement plus en 2025, mais d'ici là, eh bien, il faut encore se donner le temps et ne pas suivre, dans le fond, la pression et les FUD au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais vous parler justement de FUD par rapport à Cardano. Et j'ai trouvé l'exemple parfait justement de personnes qui viennent d'arriver dans l'écosystème ou qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui vont amener justement du FUD au niveau de la blockchain Cardano sans savoir justement que ce peu de FUD-là peuvent avoir des répercussions et peuvent vous amener justement à vendre vos ADA. Et évidemment, je suis là pour détecter ce genre de situation-là et vous rassurer par rapport au fait que même s'il y a du FUD, eh bien, continuez d'accumuler vos ADA parce que avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est juste du FUD, c'est juste parce que ADA ne fait pas ce que les autres blockchains font que certaines personnes peuvent se permettre justement de parler pour toute la communauté. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Mais rapidement, donc, si on regarde au niveau du marché, on voit que, évidemment, notre Cardano préféré se trouve toujours en 10e position avec justement une baisse de 14% dans les 7 derniers jours. Donc, c'est pas mal, assez fort comme baisse, alors qu'on a pas Shiba, mais Doge qui est justement à moins 20% dans les 7 derniers jours, mais malgré tout, qui continue d'être devant nous et puis tout le reste. Donc, vous voyez, on est en train de remonter un petit peu dans la dernière semaine, mais ce que je pense, c'est que vraiment, dans les 2 semaines qui vont suivre, les 2 semaines d'ici justement le halvening, eh bien, on va avoir justement pas mal une grosse remontée et on va regarder ça en détail, mais je pense que là, on est vraiment dans le dernier stretch pour atteindre des sommets et avoir une baisse par la suite. Une fois le halvening, avoir une dernière baisse avant de repartir à la hausse. Donc, si on tombe directement sur le vif du sujet, je n'irai même pas voir les différents graphiques Cardano ou Bitcoin, mais tombons directement dans le vif du sujet avec notre ami Jason Block, Block is Hot, sur Twitter, qui a lancé justement un fil de sujets, et je commence par le premier dans le fond. Le premier fil de sujet où il dit, ouh là 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 là, beaucoup de FUD, Cardano, le top, les 5 changements majeurs qui doivent arriver au niveau de Cardano. Sinon, ben, à ce moment-là, ben, c'est ça, Cardano ne va plus exister et on va se laisser dépasser par les autres blockchains. Donc, les 5 sujets principaux qu'il a lancés sur Twitter, eh bien, le premier sujet, c'est les stablecoins. Alors, les stablecoins, il mentionne que Cardano, sans stablecoin majeur, eh bien, Cardano ne pourra jamais atteindre le top des cryptos au niveau de l'écosystème des cryptos. Donc, il mentionne encore une fois que c'est important d'avoir les 2 plus gros stablecoins, dans le fond, sur la blockchain Cardano pour ce bull run. Alors, les stablecoins, c'est un petit peu comment je dirais ça? C'est un sujet un peu contentieux parce que, évidemment, on veut avoir des stablecoins, mais en même temps, on ne veut pas nécessairement être prisonnier de ces stablecoins-là, comme d'autres blockchains.
Et si on regarde rapidement, ben, ce qu'on peut voir évidemment que dans les deux stablecoins qui sont les plus gros, on sait évidemment c'est Tether et USDC. Sachant très bien que actuellement, on n'a aucun de ces deux stablecoins justement sur la blockchain Cardano. Et pourtant, nous sommes bien devant Tron qui avait ces stablecoins-là sur la blockchain, sur leur blockchain, et qui était justement Tron qui est la blockchain des stablecoins, et pourtant qui est justement derrière Cardano et qui n'a pas l'air de vouloir se rapprocher. Sachant aussi que USDC a quitté justement Tron parce que finalement, il voyait qu'il y avait un peu incertitude au niveau de poursuites judiciaires sur cette blockchain-là, fait qu'ils ont décidé de partir. Et évidemment, moi-même, j'étais justement un fervent de avoir des stablecoins ou un gros stablecoin. Et on ne sait pas encore une fois si les démarches sont vraiment closes au niveau de l'attribution ou de l'intégration de USDC sur la blockchain Cardano ou s'ils continuent justement d'être en discussion pour voir justement comment faire cette intégration-là. Évidemment, on en a parlé, j'en ai parlé la semaine dernière, je pense. L'ACF, la Fondation Cardano, continue, je pense, d'être en discussion, mais veut s'assurer finalement que les différents partis soient gagnants et que ce soit pas juste USDC qui soit gagnant justement dans ce partenariat-là. Évidemment, USDC, c'est pas une priorité pour eux d'avoir un 8 millions de dollars de plus dans leur poche parce qu'ils font déjà tellement d'argent que avoir un 8 000 dollars de plus ou de moins, ça fait pas grand-chose pour eux. Les autres blockchains leur font, le font en sorte ils ont déjà beaucoup d'argent et beaucoup de revenus. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment une priorité. Et donc, c'est pour ça que oui, c'est vrai que, il faudrait un gros stablecoin pour avoir plus de liquidité dans le DeFi au niveau de la blockchain Cardano. Mais en même temps, je pense qu'on serait capable justement de passer outre, sachant que USDM est actuellement sur la blockchain Cardano. Actuellement, c'est juste les gros joueurs qui peuvent justement minter des stablecoins avec USDM. On a également JED, et on a également EUSD. Donc, actuellement, c'est pas comme si on n'était pas capable de se débrouiller avec ce qu'on a. Et on va voir justement dans le prochain bull run, dans ce bull run-ci, dans le fond, si vraiment il y a une intégration et si cette intégration est vraiment majeure ou non, sachant encore une fois qu'au niveau des stablecoins, notamment USDC, c'est un couteau à double tranchant. Il faut bien être au courant de ça. Donc, le deuxième point qui l'amène au niveau justement de ces différents points, c'est la scalabilité, donc la performance. Au niveau de la performance, ce qu'il mentionne, c'est que la blockchain est soi-disant congestionnée lorsqu'on veut surtout minter dans le fond de nouveaux NFT et tout ça. Et il a expérimenté justement des délais pour pouvoir miner des NFT entre 10 et 30 minutes. Sauf que, c'est juste au niveau de miner des NFT et peut-être des transactions. Mais même au niveau des transactions, je ne suis pas vraiment sûr. Le plus important, selon moi, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de congestion majeure sur les différentes transactions. Donc, c'est sûr qu'à un 10 à 30 minutes pour pour miner dans le fond un NFT, ça peut être long, mais ce n'est pas la majorité des transactions qui sont congestionnées sur la blockchain Cardano. Et le mieux, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de transactions qui sont abandonnées ou qui fail sur la blockchain Cardano lorsqu'on la compare justement à d'autres blockchains comme la blockchain Solana où, à ce qui j'ai entendu, 70% des transactions sont annulées dans le fond au niveau de la blockchain Solana. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez justement une blockchain qui, dans un use case bien précis, prend du temps à faire la transaction, 10 à 30 minutes pour miner, ou alors une autre blockchain où 70% des transactions sont ratées ou sont annulées. Personnellement, je sais vers quelle blockchain je me dirigerai, mais il semble que ce soit un problème, dans le fond, pour cette personne-là. Le troisième point qu'elle amène, c'est justement le support. Alors, le support au niveau de l'écosystème de Cardano, et je pense que ce qu'il veut dire, c'est le support au niveau surtout de IOHK, de Emergo et de la Fondation Cardano. Alors, il mentionne que les autres blockchains ont beaucoup plus de support des différentes organisations, notamment pour développer le produit, pour avoir des fonds, donc pour avoir de l'investissement
et pour faire de la promotion. Et il mentionne que sur la blockchain Cardano, ben c'est pas existant ou alors le Catalyst, le programme Catalyst n'est pas un super programme pour justement avoir du financement. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il s'attend que justement les fondateurs, Charles Hoskinson, IOHK et la CF, les organisations les aident à développer leurs produits. Alors, c'est pas la job de IOHK ou de la Fondation Cardano de aider justement les différents projets à développer leurs produits. Sinon, ils feraient juste ça. Maintenant, si justement une startup a de la difficulté ou veut avoir de l'aide, eh bien, selon moi, selon ma logique, là, c'est que tu payes justement, tu essaies d'avoir un contrat avec IOHK pour que IOHK puisse allouer plusieurs développeurs ou quelques développeurs pour développer une partie de ton projet. Et idéalement, ce serait une partie du projet qui pourrait être réutilisée par d'autres projets. Tu veux pas avoir du support d'une de ces organisations pour développer quelque chose de spécifique à ton projet. Ça n'a pas de sens. Surtout si tu veux que ce soit gratuit ou pas gratuit. Si tu payes, ben oui, OK, ça se peut. Mais si tu payes, il me semble que ces organisations qui ont une vue d'ensemble plus large que juste ton produit à toi ou juste ta startup à toi, mais qui devraient développer justement des fonctionnalités qui seraient bonnes pour tout le monde. Et ça, eh bien, je l'ai déjà entendu, notamment de IOHK puis de la Fondation, qu'ils ont déjà aidé à développer justement des fonctionnalités spécifiques qui pourraient être réutilisées justement par différentes startups dans l'écosystème de Cardano. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment vrai, notamment pour lever des fonds. Alors, pour lever des fonds, eh bien, c'est pas la fondation qui va t'aider à lever des fonds. Et ça, ils ont toujours été clairs avec ça. C'est pas la fondation qui va s'occuper de t'aider à faire même la promotion. Et ça, même Charles Hoskinson a annulé plusieurs Twitter Space où il devait justement parler à différentes startups et ainsi de suite, parce que justement, il y avait eu des problématiques au niveau de certaines startups ou certains projets qui étaient en contradiction ou qui se battaient dans l'écosystème. Et puis Charles Hoskinson a dit, ben moi, je ne veux pas être l'arbitre de tout ça. Régler ça comme des grands. Moi, je ne veux pas intervenir là-dedans, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de faire un minimum de recherche, un minimum de do your own research avant justement de faire un tutor space et de vous aider justement à promouvoir un projet puis tout ça. Donc, je pense que c'est assez connu dans l'écosystème de Cardano que si jamais tu veux que quelque chose se fâche, que quelque chose se fasse, il faut que tu relèves tes manches et que tu le fasses toi-même et que si tu as besoin d'aide, à ce moment-là, tu échanges avec IOHK ou avec la fondation pour qu'ils puissent t'aider ou t'orienter dans la bonne direction et puis quoi, toi, tu puisses continuer ton travail. Si tu veux du financement, eh bien, je suis sûr et certain, et oui, je suis sûr que justement, IOHK, parfois, ils ont des ventures, donc ils peuvent investir un peu d'argent dans certaines startups. Et même lorsqu'ils ont fait ça, certaines startups, finalement, ont mis la clé sous la porte et puis sont partis avec l'argent. Donc, même de ce côté-là, il n'y a pas une super bonne expérience du côté de Cardano, mais il me semble que logiquement, dans l'écosystème, si tu es dans l'écosystème depuis assez longtemps, ce sont des choses que tu sais et que tu ne peux pas comparer justement le support des autres blockchains avec le support qu'on offre sur la blockchain Cardano parce que c'est évidemment totalement différent. Au niveau de la blockchain Solana, lorsqu'il y a eu la chute de FTX, la fondation Solana a continué de payer justement les différents projets pour continuer de développer sur la blockchain Cardano. Et donc, si je te paye pour faire quelque chose, ben, à partir du moment où j'arrête de te payer, ben, c'est sûr que tu vas pas rester dans l'écosystème. Tu vas aller ailleurs pour aller essayer de trouver une autre blockchain qui va te payer pour continuer ton projet. Mais si tu développes ton projet sur une blockchain parce que tu le fais de toi-même, parce que tu veux le développer, tu aimes cette blockchain-là, tu aimes l'écosystème, tu aimes la philosophie de cet écosystème-là, eh bien, c'est sûr et certain que tu vas rester beaucoup plus longtemps que si on te paye pour faire quelque chose. Et ça, il me semble que c'est logique, mais il semble que ce ne soit pas si logique que ça pour tout le monde. Interopérabilité.
Alors, il parle de l'interopérabilité au niveau surtout des native assets sur les différents exchanges. Et il dit que dans le fond, parce que justement le langage de programmation de Cardano est si complexe, eh bien, cette complexité-là pour développer avec soi-disant Haskell, eh bien, ça rend les choses difficiles pour les différents coins de l'écosystème de pouvoir être lancés sur les différents exchanges. Ce qui est complètement faux également et je ne sais pas encore une fois où est-ce qu'il va chercher ça, parce qu'encore une fois, si tu fais partie de l'écosystème de Cardano depuis un bon bout de temps, tu sais que avec la même adresse sur laquelle tu vas recevoir justement tes aidos, tu utilises la même adresse pour recevoir tous tes native assets sur la blockchain Cardano. Tu n'as pas besoin justement d'une adresse différente, comme justement dans les autres écosystèmes, notamment dans l'écosystème d'Ethereum. Donc, ce serait très, 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 très facile, justement, pour les exchanges de lister les différents coins de l'écosystème de Cardano. Pourquoi ils ne le font pas? Eh bien, ça, il faut poser la question à ces exchanges-là. Et souvent, ce qui arrive, pour être listé sur un gros exchange, eh bien, ce qu'il faut, c'est il faut payer. Et justement, ces frais d'administration, ces frais d'intégration sont quand même des frais assez gros. Donc, soit tu payes en argent ou soit tu mets à disposition un certain nombre de coins à cet exchange-là. Comme ça, quand le listing arrive, eh bien, les gens vont acheter des coins, le prix monte et l'exchange vend les coins justement aux nouvel arrivants. Et évidemment, ça, c'est comme un pump and dump masqué, mais évidemment, ça ne fait pas nécessairement partie justement de la mentalité ou de la philosophie de l'écosystème de Cardano. C'est pour ça que, de manière générale, la Fondation Cardano ne participe pas justement ou n'aide pas à payer les frais et ainsi de suite. Mais encore là, c'est quelque chose qui pourrait arriver parce que justement au niveau pas la fondation, mais de Charles Hoskinson, eh bien, il voudrait voir dans le fond quelles seraient les différentes options avec les exchanges pour faciliter dans le fond le listing au niveau des coins de la blockchain Cardano dans l'écosystème de Cardano. Mais c'est pas une complexité qui a un lien avec la programmation ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose de native. C'est pour ça qu'on parle de native asset sur la blockchain Cardano et c'est quelque chose qui a été pensé dans le protocole. Donc, ça n'a rien à voir justement avec le langage de programmation. Mais encore une fois, quelqu'un qui est dans l'écosystème de Cardano depuis assez longtemps devrait le savoir parce que c'est quelque chose qui a été répété assez souvent. Le dernier pour moi, c'est la crème, la cerise sur le gâteau, là. Donc, le manque d'incitatif. Il y a un manque d'incitatif justement parce que on ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire au niveau de la blockchain Cardano. Il n'y a pas de support, les transactions, difficulté du langage, pas d'interopérabilité avec les autres chains, manque de VC, décentralisation. Donc, il liste toutes les affaires pour lesquelles il se dit, ben, regarde, selon moi, là, la blockchain Cardano, c'est de la merde. OK, c'est de la merde. Et le pire, c'est que, et là, si je remonte au tout début, là, il va mentionner que ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est le parfait exemple de quelqu'un qui n'est pas là depuis longtemps, mais qui va vous dire quoi faire justement avec vos coins ou qui va critiquer justement la blockchain Cardano. Et après ça, et là, vous allez lui faire confiance, vous allez vendre, vous allez dire, bon, bah, OK, il a raison, parce que lui, il a investi, puis il est dans la blockchain Cardano depuis 3 ans, donc il sait comment ça marche, là. Et puis, vous allez l'écouter, vous allez vendre, et puis, dans un mois ou dans un an, eh bien, lui, il va toujours avoir son bac de Cardano, il va toujours avoir son bac de ADA. Vous aurez vendu, et vous allez vous retrouver en vous disant, bah, finalement, j'aurais pas dû vendre. Et je suis la bonne personne, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu une partie de mes bitcoins parce que j'ai écouté quelqu'un que ça faisait même pas 2 ans qu'elle était dans les cryptos et elle m'a dit, ouais, utilise Celsius, c'est correct, tu peux mettre tes bitcoins là, puis tu vas. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu plus de la moitié de mes bitcoins là, et là, je suis en train de me refaire et je suis là pour vous dire, ne faites pas la même erreur que moi. La blockchain Cardano, IOHK et Charles Hoskinson, là, c'est un écosystème solide. C'est un écosystème qui a survécu à 2 bull runs et qui est toujours dans le top 10. Et Charles Hoskinson, de son côté, a 3 projets,
trois projets justement en arrière de la cravate. BitShare, qui était justement un DEX avec un stablecoin. Il a Ethereum, qui est justement la plateforme de contrats intelligents. Et puis le projet Cardano. Donc, s'il n'a pas assez d'expérience, c'est pas cette personne-là qui a 3 ans d'expérience dans Cardano et dans d'autres projets qui va savoir quoi faire, c'est quoi les problèmes et tout ça. Tous les problèmes qu'il vient de lister, là, qui peuvent potentiellement être des problèmes, eh bien, la blockchain Cardano, IOHK, la fondation sont là-dessus, sont au courant de tout ça et ils sont en train justement de travailler à savoir comment améliorer les choses. Ça ne veut pas dire que les choses sont mauvaises, ça ne veut pas dire que les choses ne fonctionnent pas. C'est juste que dans le fond, selon la philosophie de Cardano, quand ça a commencé en 2017 jusqu'à maintenant, eh bien, les choses changent, il faut s'adapter pour s'assurer justement de continuer d'être dans la tendance. Et comme je le disais, il faut continuer à être dans la tendance, selon moi, jusqu'en 2030, parce qu'en 2030, c'est là qu'on va avoir, ou d'ici 2030, c'est là qu'on va avoir justement différents ETF. Et l'ETF de Cardano est un ETF, selon moi, qui va arriver, ça c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé suite justement à ce post qu'il y a eu justement sur Twitter? Eh bien, Charles Hoskinson a fait justement une vidéo où il a évidemment adressé les différents points. Et suite à ça, eh bien, notre ami Jason a fait un deuxième post sur Twitter où il mentionne qu'il est content d'avoir eu réponse à ces questions, mais là, drôlement, il a d'autres questions. Alors, dans ces autres questions, et c'est ça qui est drôle parce qu'on va voir qu'il est beaucoup plus modéré cette fois-là. Parce que alors qu'il disait qu'il y a un problème avec les stablecoins, que Cardano, il faut qu'on ait justement des major stablecoins sur la blockchain Cardano. Eh bien, là, il est plus modéré de dire, ben, tu sais, c'est sûr il y a déjà des stablecoins sur la blockchain Cardano. Il y a USD, JED, USDM et ainsi de suite. Et là, justement, il est plus modéré, justement, dans son commentaire par rapport au stablecoin. Même chose au niveau du listing. Alors, au niveau du listing, il dit, ben oui, il y a le listing des native assets sur les gros exchanges, c'est important. Et même par rapport à ça, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il n'y a pas de listing alors que on vient d'avoir la nouvelle il y a quelques semaines là, que Iagon a été listé justement sur BitGet. BitGet qui est quand même un gros exchange et justement ils ont réussi à se faire lister. Donc, il ne faut pas nécessairement que la fondation ou que IOHK justement, que la fondation ou IOHK interviennent nécessairement parce qu'il y a certains projets justement qui savent comment faire, ils savent qu'un modèle avec revenu, un projet qui est bâti sur du solide et ainsi de suite, qui est bâti sur une narrative qui est une narrative comme justement la narrative de DeepN, qui est une narrative très en vogue justement actuellement dans ce bull run-ci, eh bien, c'est une narrative qui va aider justement le listing sur certains exchanges. Donc, encore une fois, c'est faux de dire que justement, c'est difficile de se faire lister sur les exchanges, mais vous voyez là, il parle plus justement du langage de programmation, comme il en parlait ici au niveau de l'interopérabilité. Donc, le langage de programmation de Cardano rend les choses difficiles pour intégrer justement des native assets sur les exchanges, alors que je viens de vous montrer BitGet qui a listé Iagon, mais là, ici, il parle plus nécessairement de difficultés, ou il se demande pourquoi, justement, les exchanges, dans le fond, les gros exchanges refusent de lister les native assets. Scalabilité, alors encore une fois, là, évidemment, il va être beaucoup plus modéré. Il va dire que la congestion, encore une fois, est seulement au niveau de... Parce que c'est ça, là, il va dire que les transactions, de manière générale, prennent 5 à 10 minutes, là, je pense, 10 millions. Non, non, là, il parle du volume, mais il mentionne justement que c'est beaucoup plus lorsqu'il veut miner justement des native assets ou des NFT, que là, il trouve qu'il y a de la congestion. Mais là, encore une fois, il se demande c'est quoi la priorité dans le fond pour Midnight, Partner Chain et ainsi de suite. Alors que Midnight et Partner Chain, c'est pas nécessairement juste pour la performance, c'est beaucoup plus pour l'interopérabilité. Mais je ne sais pas pourquoi il parle de performance et Midnight Partner Chain.
Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup nécessairement de connaissances et de maîtrise au niveau de la blockchain Cardano, même si ça fait presque 3 ans qu'il est là-dessus. Attirer de nouveaux développeurs. Eh bien, comme on le disait encore une fois, c'est pas justement les nouveaux développeurs, les nouveaux projets, ils vont vers la blockchain Cardano parce qu'ils savent que c'est une blockchain solide, qui a des fondations solides, et c'est pas une blockchain où il va y avoir 70% des transactions qui vont être abandonnées. C'est pas une blockchain aussi qui met l'emphase sur les NFT ou Dog with Hat ou je sais pas trop quoi là. Donc, c'est une blockchain qui est basée sur quelque chose de solide et encore une fois, le TradFi, là, c'est ce genre de blockchain-là. C'est le genre de blockchain Cardano qu'ils vont continuer à suivre tranquillement et qu'ils vont mettre dans leur portfolio comme blockchain avec une mince tolérance au risque. Et une blockchain mince tolérance au risque, on en connaît une principale et c'est la blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin, c'est une blockchain superbe parce que pour les finances traditionnelles, eh bien, c'est un investissement très risqué. Alors que dans l'écosystème de la crypto, Bitcoin, c'est une crypto qui est très peu risquée, avec un retour qui est beaucoup moindre que les autres blockchains. Donc, encore une fois, tout ça pour dire que les gens vont être attirés justement au niveau de la blockchain Cardano parce qu'ils veulent développer quelque chose sur une technologie qui va être encore là dans 10, 20 ans. Les VC, encore une fois, comme je le disais, là, c'est comme lorsque les différentes personnes dans l'écosystème parlent de burn token, burn token. Burn token et VC, pour moi, ça rentre dans le même genre de conversation. On veut pas avoir des... C'est ça, il dit, on veut pas avoir de mauvaises idées, des VC qui sont des bad acteurs, des mauvais acteurs, mais on veut avoir des VC qui vont aider les startups. OK. Alors, moi, personnellement, je connais pas beaucoup de VC qui veulent pas profiter de la situation pour accumuler un gros paquet, avoir un gros bac pour dumper sur la communauté. Mais si vous connaissez des VC qui sont différents à ce moment-là, ben, écoutez, n'hésitez pas à me les référer, là, et on va pouvoir essayer de faire quelque chose avec eux. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Bitcoin a réussi sans VC, Ethereum a réussi sans VC et Cardano sera la blockchain qui va réussir, encore une fois, sans VC. Et quand on dit VC, là, on ne parle pas de VC qui vont arriver lorsqu'il y aura des ETF, on parle de VC qui veulent justement avoir la majorité des coins, faire monter le prix et puis dumper sur la communauté. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres points? Oui, interopérabilité, on en a parlé. Et là, oui, il parle d'interopérabilité avec PartnerChain parce qu'il a compris ce que Charles Hoskinson a mentionné dans sa vidéo. Donc ça, encore une fois, ça démontre que c'est pas nécessairement quelqu'un à qui on peut faire totalement confiance. Décentralisation, on sait évidemment que la décentralisation, ouais, ce qu'il dit, c'est que les SPO, les stake pool opérateurs, dans le fond, les retours des SPO sont moindres et donc ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de décentralisation, justement, parce que ça va décourager les SPO à continuer, justement, de sécuriser l'écosystème de Cardano. Et ça, personnellement, je suis pas nécessairement d'accord parce que il y a toujours justement différents incitatifs. Le marché fait en sorte de trouver différents moyens pour continuer d'être profitable tout en justement gardant la décentralisation. Et il a toujours été prévu que les retours sur investissement diminuerait avec le temps. Donc, au départ, on partait avec un retour sur investissement de 4 à 5 et actuellement, on est plutôt aux alentours de 2 ce qui peut paraître bas, mais c'est ce qui est c'est ce qui fait en sorte que justement, quand les gens acceptent 2%, s'ils sont là pour rester. Parce que ceux qui acceptent 4%, eh bien évidemment, c'est un plus gros pourcentage. Donc là, on a beaucoup de stake pool, mais évidemment, avec le temps, le retour sur investissement se réduit et jusqu'à arriver à un plateau dans le fond. Exactement la même chose au niveau de Bitcoin pour le mining. Il y a des regroupements de mineurs, sauf que évidemment au niveau de Bitcoin, Proof of Work, Proof of Stake, gros débat, je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans le fond, il y a toujours eu des solutions pour que pour qu'il y ait toujours un incitatif pour que des acteurs continuent de sécuriser justement la blockchain. Donc voilà, pour terminer, évidemment, le classique, là,
il veut pas nécessairement mettre du FUD au niveau de l'écosystème de Cardano, mais il veut parler justement, échanger sur ces différentes craintes. Et évidemment, il n'y a pas de meilleur endroit que Twitter pour parler de tout ça. Et c'est ce que Charles Hoskinson a mentionné dans sa vidéo. Généralement, lorsque tu as des craintes ou lorsque tu as des inquiétudes et tout ça, eh bien, le marché public, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour parler de tout ça. Tu peux en parler justement dans la communauté, la Fondation Cardano est là, IOHK est là, Intersect est là, Catalyst est là également, et même si Catalyst n'est pas n'est pas ce qu'il est de plus parfait en termes de gouvernance et de financement de différents projets, il faut savoir que les choses vont changer et les choses s'améliorent. Et il y a quand même de beaux projets qui sont sortis justement de Catalyst. Donc, on ne peut pas dire que tout est beau ou tout est mauvais. Il y a quand même un entre-deux et il y a justement place à amélioration. Et justement, si on veut que les choses changent, eh bien, il faut mettre la main à la pâte et faire en sorte que ça change. Parce que justement, juste faire ça sur Twitter, eh bien, personnellement, à moi, je ne vois pas que ça aide beaucoup au niveau de la communauté et ainsi de suite. Et je ne pense pas que, à part le fait que Charles Hoskinson adresse ces points-là dans une vidéo, eh bien, ça ne fait pas grand-chose. Personnellement, je préfère justement qu'on en parle en termes de communauté francophone, en termes de communauté, peu importe où est-ce qu'on est plus avec Emergo, plus avec la Fondation et ainsi de suite. Eh bien, je préfère que le dialogue se fasse non pas sur Twitter, mais qu'on continue de bâtir tous ensemble parce que justement, le futur is bright. Alors, je termine là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite encore une fois un très beau week-end. À très bientôt. Peace.